Ce n'est pas parce que tu es premier à l'école à 20 ans que tu as la garantie d'avoir un bon travail pour les 60 ans qui viennent. Un de mes amis m'a demandé un jour, pour toi, quelle est la meilleure école? Et où est-ce que je dois mettre ma fille? Mais vous savez, pour moi, la meilleure école, c'est ce que je lui ai répondu. C'est l'école où ta fille sera heureuse. Parce que je ne pense pas qu'on peut apprendre quand on n'est pas heureux. Et je pense qu'il faut aussi qu'on ouvre nos esprits. Apprendre n'est pas une punition. L'effort n'est pas une punition. Le bonheur est au bout de l'effort. Et je pense que la vision un peu coercitive, disciplinée, d'une minorité d'enfants à qui on essayait de donner la même formation, elle n'est plus adaptée au groupe. Et qu'au fond, les meilleurs élèves d'aujourd'hui, ce n'est pas forcément ceux qui font les plus belles carrières. Regardez, moi j'ai eu toute ma vie des collaborateurs qui avaient fait les plus grandes écoles de France. Et le chef, c'était moi. C'était pas eux. Et je pense aussi qu'il faut qu'on ait le courage de dire à nos enfants, ce n'est pas parce que tu es premier à l'école à 20 ans que tu as la garantie d'avoir un bon travail pour les 60 ans qui viennent. J'en vois qui me disent, j'ai été premier à l'ENA, j'ai été premier à Polytechnique, j'ai été premier à Normal. And so what? S'il suffisait de ça pour réussir sa vie, s'il suffisait de ça pour faire carrière, ça serait tellement facile. Il faut leur sortir de l'idée. Ah, bien sûr. C'est mieux de faire des bonnes études. Ok. Sûr. Ça rassure les parents. Mais ce n'est pas une garantie. Voyez-vous, quand j'étais étudiant, ma mère voulait absolument que je devienne avocat. Parce qu'elle se disait, un avocat, c'est un statut. Il ne peut plus rien lui arriver. Mais elle ne m'avait pas expliqué, ma mère, qu'un avocat sans client, ce qui n'est pas grand-chose. Vous comprenez? On disait, si tu es médecin, tu es sauvé pour toute ta vie. C'est un statut. C'est des métiers avec un statut social. Qui veut dire ça aujourd'hui? C'est fini. Alors c'est un peu angoissant parce que rien n'est jamais acquis. Mais en même temps, c'est rassurant parce que tout le monde aura sa chance. Moi, j'avais bien compris assez tôt que ça ne jouait pas dans la classe. Moi, je voulais monter tout là-haut. Et j'avais compris que ça jouait sur la capacité à se battre, à ne jamais mettre un genou à terre, à toujours y croire, à avoir l'ambition, à être différent des autres. Et à l'école, on m'expliquait, il faut apprendre ça comme ceci, il faut réciter la récitation comme cela. Si je les avais écoutés, c'est pas sûr que je serais devenu président de la République. Alors, un dernier point. Pour des pays en voie de développement, j'entends dire qu'il faut investir dans l'éducation. Oui, oui, oui. Mais attention, il ne faut pas qu'il y ait un trop grand déséquilibre entre les formations que vous donnez aux étudiants et les emplois que l'économie du pays concerné offre. Parce que si les formations sont très hautes et que les emplois ne peuvent pas suivre, on crée un ressentiment, une amertume et des problèmes considérables pour monsieur. Donc il faut former pour les emplois, pour les perspectives du pays concerné, pas pour les perspectives du pays d'à côté. Pourquoi la Chine a réussi comme ça? Parce que la Chine a décidé un système où le président a une vision
où son successeur a une vision, et tout un pays applique une vision, une stratégie, non pas pour 5 minutes, mais pour 50 ans. Dans nos démocraties, pour changer un système d'éducation, il faut 10 ans. Mais en 10 ans, vous avez le temps d'avoir au moins 2 présidents et 5 ministres de l'Éducation nationale. Il vient expliquer sa vision, on dit bien. Et le lendemain, on dit oui, il a été changé. Donc, ce n'est pas qu'une question d'argent. Ce n'est pas qu'une question de moyens. C'est une question de vision. Il faut une vision à un pays et il faut du temps pour mettre en œuvre cette vision. Et c'est une question immense pour nos démocraties. Nos démocraties portent des valeurs qui sont des valeurs universelles. Mais elles ne doivent pas conduire à l'impuissance des démocraties. Écoutez, le jour où le président chinois dit « 2 mandats de 5 ans, c'est trop peu », vous avez un président américain qui n'a pas un mandat de 4 ans. En vérité, il a un mandat de 2 ans. 1 année pour apprendre le job et 1 année pour se faire aider. Comment voulez-vous qu'il y ait une vision à long terme avec ça? C'est un sujet majeur. L'éducation a besoin du long terme. En France, il y a 1 million d'enseignants. Vous croyez qu'on peut changer leur formation, leur façon de penser en 2 ans? Qui peut croire ça? C'est un sujet très difficile car l'éducation et l'effort en matière d'éducation a besoin de temps et de continuité. Et j'observe que, notamment dans le système français, tout le monde a le pouvoir de dire non et plus personne n'a le pouvoir de dire oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des enseignants de très grande qualité. Je prends un exemple ici. Quand vous êtes une institutrice qui, depuis 25 ans, apprend à lire aux enfants, faites confiance à cette institutrice. Elle n'a pas besoin que chaque nouveau ministre de l'Éducation nationale fasse une circulaire pour expliquer comment on apprend à écrire aux enfants ou à lire aux enfants, alors qu'il n'a jamais eu un enfant devant lui. Et d'ailleurs, faut-il une seule méthode pour apprendre à lire, pour apprendre à écrire? Si une institutrice ou un instituteur fait le métier depuis 25 ans à des enfants dans sa classe, les passionne, les entraîne, leur apprend à lire et à écrire, faites-lui confiance. Laissez-la faire. Sa méthode peut être originale, sa méthode peut être différente, et bien tant mieux. Pourquoi vouloir formater tout le monde? Je crois à la valorisation de l'expérience des enseignants. Voyez-vous, je crois à la vision d'un côté sur le long terme, mais en même temps, je crois à la nécessité absolue de valoriser l'expérience de ceux qui sont sur le terrain. Toujours la même chose, le tronc commun et la liberté.